Les chemins de la connaissance, cette semaine, le continent Kierkegaard. Aujourd'hui, une éthique du singulier avec, en duplex de Nice, André Clerc, philosophe, professeur émérite de l'université Rennes 1. André Clerc, bonjour. Bonjour. Alors, hier, André Clerc, nous évoquions cette part immergée du continent que constitue, du continent Kierkegaard, que constituent donc les journaux et cahiers de notes et où se manifeste, selon ses propres termes, la machinerie de sa pensée. Nous avons évoqué quelques-uns des grands thèmes qu'on voit prendre forme à travers ce récit de soi qui se déroule dans ses papiers, dans la diversité des styles, des tons et des situations. Et dans ces documents, il est beaucoup question d'éthique. André Clerc, vous citez souvent les papirs donc vous avez tenté dans plusieurs ouvrages que vous avez consacrés donc au thème de l'éthique chez Kierkegaard, vous avez tenté de penser le lien entre le récit de soi et la théorie éthique qui est donc centrale, un rapport qui est donc central dans l'œuvre et dans la pensée de Kierkegaard. Et vous commencez une de ces études en constatant que la diversité des cheminements employés par ce philosophe Kierkegaard ou ce penseur pour la présentation et l'examen des questions éthiques a fait que parfois on a pu dénigrer d'une certaine manière l'importance de son apport à cette question. Bon, écoutez, le problème éthique chez Kierkegaard est l'un des problèmes importants, majeurs, ce n'est pas le seul, mais la voie d'entrée en Kierkegaard par l'éthique est une des voies possibles, et de toute façon, les questions éthiques sont toujours articulées, ou peuvent être articulées, avec les autres thèmes, en particulier les deux autres stades, à savoir le stade esthétique et le stade religieux. Voilà. Alors, on va y revenir sûrement, parce qu'il faudra expliquer un peu cette idée des stades sur le chemin de la vie. Bon, alors, si vous voulez, par rapport aux difficultés de la pensée éthique de Kierkegaard, qui sont importantes, il faut d'abord bien comprendre que l'œuvre de Kierkegaard est véritablement, comme vous l'avez indiqué, un continent. Tout à fait complexe, labyrinthique, escarpé, et puis qu'à l'intérieur de ce continent, l'éthique elle-même apparaît comme un maquis. Simplement, c'est un maquis dans lequel il est tout à fait possible de se repérer, parce que Kierkegaard est un auteur qui, quoi qu'on en dise parfois, est tout à fait conceptuel, et à propos de l'éthique, qui est présentée dans plusieurs textes, disons en gros de 1843 à 1847, cette éthique présentée dans plusieurs textes est abordée par des biais qui sont divers, mais qu'on peut tout à fait articuler. Alors si vous voulez, d'abord pour prendre un tout petit peu de recul, on peut situer Kierkegaard par rapport aux problématiques les plus actuelles. Aujourd'hui, très fréquemment, on distingue, on oppose, en tout cas on distingue, entre deux grandes problématiques, deux types de problématiques, une problématique dite téléologique et une problématique dite déontologique. On peut situer Kierkegaard en fonction de ces deux types de problématiques, dont l'une s'enracine, disons, plutôt chez les anciens, mais enfin ce n'est pas exclusif, chez Aristote, et dont la seconde s'enracine spécifiquement chez Kant. Alors, chez Kierkegaard, la question n'est pas du tout simple. En effet, vous avez rappelé qu'il y a chez lui toute une présentation narrative. Oui. C'est-à-dire que il met en scène des personnages en explicitant le parcours de leur histoire, en les présentant d'une manière scénique, romancée, en présentant ainsi quelque chose comme un itinéraire de la conscience éthique. Alors, cette présentation qui est la plus nette, enfin, on pourrait en débattre, cette présentation apparaît plutôt en parenté avec une éthique de type téléologique.
Simplement, lorsque Kierkegaard présente ce qu'est, disons, l'essence de l'éthique, il s'inscrit au contraire tout à fait dans une problématique de type kantien, c'est-à-dire déontologique. En effet... Alors, juste pour que tout le monde puisse comprendre la distinction entre cette éthique téléologique, qui est plutôt une éthique universaliste, et l'éthique déontologique, elle se trouve d'ailleurs dans la pensée même de Kierkegaard. L'éthique déontologique, c'est plutôt l'éthique, c'est la casuistique, l'éthique des cas particuliers, non? Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. L'éthique déontologique est tout à fait universelle. Elle est centrée davantage sur le particulier. Sur le devoir. Sur le devoir. D'accord. Sur le devoir, sur le tu dois. Hein. Et précisément, c'est en cela sa dimension, sa filiation plus directement kantienne. Et la définition qu'il donne de l'éthique, ça c'est plutôt explicité dans un de ses derniers textes sur l'éthique, c'est-à-dire les œuvres de l'amour de 1847. Son propos, c'est d'expliciter la formule de l'évangile de saint Matthieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu aimeras, qu'il exprime grâce à l'auxiliaire danois par tu dois aimer. Donc la question du devoir est présentée d'une manière tout à fait expresse à propos de l'éthique. Alors que l'éthique téléologique, mais enfin c'est pas le terme de Kierkegaard, le terme de déontologie n'est pas non plus le terme de Kierkegaard. L'éthique téléologique est plus attentive à la recherche des fins, comme le dit le mot, de l'accomplissement. Et évidemment, la question pour Kierkegaard, et surtout pour le lecteur moraliste de Kierkegaard, c'est d'essayer d'examiner, d'expliciter comment ces deux problématiques éthiques, ou ces deux approches de l'éthique, qu'on trouve dans des ouvrages qui sont tout à fait distincts, peuvent cependant, même tout à fait, s'articulent. Il faut voir en effet que toute l'œuvre de Kierkegaard est une pensée du dilemme, on peut dire cela. C'est une pensée du dilemme. Ou bien. Exactement. L'alternative. Exactement. Mais lorsqu'on a dit cela, il faut aussi être attentif à un autre aspect, c'est que cette pensée est tout autant une pensée de l'inter. C'est-à-dire qu'il faudra articuler ce qu'il y a entre les deux positions, ici la position de type téléologique et la position de type déontologique. Et cette articulation, au fond, n'est jamais expressément exposée comme telle dans l'œuvre, mais il est possible au lecteur de voir comment elle s'articule. Voilà. Alors, excusez-moi, vous évoquez, André Clerc, donc cette notion vous évoquez donc ou bien l'alternative qui justement évoque cette notion d'une éthique narrative. Oui, absolument. Oui. Alors, on était parti de ça, donc ce récit de soi, justement, comme d'une certaine façon expérience éthique. Vous dites aussi il s'agit d'une éthique de l'intériorité chez Kierkegaard. Alors voilà, là encore, on peut tout à fait aisément retrouver ici une dualité. Alors, un dilemme peut-être, mais le dilemme ne doit jamais être présenté comme une exclusion des deux positions l'une par rapport à l'autre. On trouve une dualité. Précisément, l'éthique kierkegaardienne est une éthique de l'intériorité, bien entendu, mais elle est aussi une éthique de l'extériorité. Alors, précisons en quelques mots. Lorsque, par exemple, dans la seconde partie de Ou bien, ce à quoi vous faisiez allusion il y a un instant, Kierkegaard traite de l'éthique, il en traite justement de ces deux points de vue, à savoir que en tant que l'éthique repose sur un choix primitif, un choix primordial, qui est un choix de soi, bien entendu, nous sommes du côté d'une éthique de l'intériorité. Maintenant, cette éthique de l'intériorité s'explicite, se déploie, se développe dans un monde social, et précisément l'éthicien, l'homme de la moralité, qui est l'un des modèles présentés dans la seconde partie de Ou bien,
qui est un bourgeois citoyen, un juge au tribunal, qui s'appelle Wilhelm, est quelqu'un dont la vie éthique est une vie qui, précisément, se déploie dans le monde tout à fait commun, le monde des mœurs et le monde rapporté à des normes. De sorte que la question éthique chez Kierkegaard me paraît bien être une recherche d'articulation entre cet aspect primordial d'intériorité, c'est-à-dire du choix, qui est un choix de soi, mais aussi cette éthique est tout autant une éthique de l'extériorité. Précisément, ce n'est une éthique que par ce rapport entre le choix de soi et le rapport aux mœurs communes et aux normes. D'ailleurs, le choix de soi qui est choix de sa vie, de sa propre vie, de son propre style de vie. Ce que vous appelez aussi le baptême de la volonté. Oui, oui. Kierkegaard emploie le mot de sceau, c'est la décision primordiale. Donc, exactement. Le premier choix qui se présente finalement dans l'intériorité. Oui. Et le choix éthique. Alors, ce que je voulais indiquer pour terminer il y a un instant, c'est que le choix de soi, le choix de sa propre vie, ne peut être qu'un choix dans la vie, c'est-à-dire un choix dans le monde commun. Autrement dit, il n'y a de choix de soi qui est posé comme un choix absolu. D'ailleurs, ce n'est un choix absolu que dans un sens très délimité. Il n'y a de choix de soi comme choix absolu qu'en tant que l'on est déjà donné, qu'on est déjà présent dans un certain monde qui est tout simplement le monde social et historique dans lequel on se trouve vivre. Alors, pour nourrir la réflexion, je crois qu'on aura du mal, André Clerc, à faire entrer l'éthique de Kierkegaard dans ces 30 minutes, mais on va essayer d'en donner quelques idées fortes. Je vous propose donc d'écouter cet extrait de Crainte et tremblement, la réponse à la question « Y a-t-il une suspension téléologique de l'éthique ?» C'est le problème 1. L'éthique est comme telle le général, et comme telle s'applique à chacun, chose qui se peut exprimer d'une autre manière en disant qu'elle vaut à tout instant. Elle repose, immanente en elle-même, elle n'a rien hors d'elle-même qui ne soit son télos, mais elle est elle-même le télos de tout ce qui lui est extérieur, et lorsque l'éthique se l'est intégrée, elle ne saurait aller outre. Conçue immédiatement comme réalité sensible et psychique, l'individu est l'individu qui possède son télos dans le général, et sa tâche éthique est de s'y exprimer constamment de manière à éliminer sa singularité pour devenir le général. Aussitôt que l'individu veut s'affirmer dans sa singularité devant le général, il pêche, et ce n'est qu'en reconnaissant cette erreur qu'il peut se réconcilier avec le général. Voilà une belle illustration, André Clerc, de cette dialectique subtile entre l'intérieur, l'extérieur, le particulier, le général, que Søren Kierkegaard n'a cessé de tenter de penser. Oui, ce texte du début du premier problème de Alors, Crainte et tremblement. le télos, il emploie le mot évidemment dans sa forme grecque. Il s'agit du but justement. Hein, oui, du but de la fin. Oui. Téléologique dont vous parliez. Oui. Et par là même, évidemment, on pourrait dire que presque expressément, la problématique ainsi présentée est de type téléologique. Et la question qu'il se pose dans ce texte, c'est de savoir si l'on peut suspendre les références éthiques. Alors là, je ne vais pas entrer longuement dans ce problème parce que... Non, il s'agit du sacrifice d'Abraham, voilà, qui est en ligne. Oui. C'est exactement cela qui est en cause. Bon, on peut évoquer la situation parce qu'elle est quand même très forte. Absolument. Et c'est le passage d'ailleurs justement du stade éthique au stade religieux. Oui. Alors, le point qui est en cause, c'est en effet celui de la différenciation entre le stade éthique et le stade religieux. Alors, comme il le fait remarquer dans ce texte... Donc, qui trouve son exemple dans le sacrifice d'Abraham. On va peut-être rapidement le rappeler, André Clerc, puisqu'il s'agit du thème central de Crainte et tremblement. Oui. Donc c'est la situation d'Abraham qui est obligé en quelque sorte justement pour répondre à l'injonction divine de suspendre d'une certaine façon la loi morale qui lui interdit de porter un coup à son fils. Oui. Alors, précisément, la question qui est posée est de savoir si cela a un sens de suspendre
non pas de récuser, mais de suspendre les références éthiques. Alors, il est bien certain que dans le cas d'Abraham, du sacrifice d'Isaac, ou disons de la demande de sacrifice d'Isaac, il y a là, au minimum, une suspension des références éthiques, puisque, du point de vue de l'éthique, le sacrifier Abraham, sacrifier Isaac, le mettre à mort, c'est tout à fait condamné par toutes normes éthiques. De sorte que cela ne peut avoir de signification, si l'on peut dire. Cela ne peut avoir un début de compréhension que si l'on se situe dans un point de vue qui est tout autre, celui d'un appel venant de Yahvé. Alors, le problème plus proprement éthique qui est rappelé dans ce texte de Crainte et Tremblement, c'est bien celui du rapport à la généralité et aux mœurs communes, par quoi, précisément, on voit encore que l'éthique kierkegaardienne, si on peut dire, il n'y a d'ailleurs peut-être pas une éthique très spécifiquement kierkegaardienne, c'est un point dont on peut débattre, mais cette éthique... C'est un point de vue particulier sur l'éthique, qui est le sien. Oui, vous savez, ce qui peut être plus particulier, c'est l'articulation qu'il propose entre les divers éléments, parce que quant au... Et puis tout de même, le primat donné, André Clerc, on partait des récits de vie, le primat donné à l'existence, ce qui a ensuite explique évidemment sa fortune chez les penseurs existentialistes, c'est le fait que, d'une certaine façon, la tâche éthique, on part ici du « connais-toi toi-même » de Socrate, qui est souvent convoqué, la tâche éthique est, d'une certaine manière, de mûrir sa personnalité. Oui. Alors, vous avez rappelé Socrate, je n'avais même pas encore prononcé son nom, mais en effet, à propos de l'éthique, c'est le premier nom qui doit être prononcé, puisque, pour Kierkegaard est, disons, le premier véritable grand homme éthique et le modèle le plus achevé de la vie éthique. Alors, précisément, puisqu'on parle de Socrate, cela nous ramène à un aspect de l'éthique qui est, là encore, précisément la dualité, l'ambiguïté, la bonne ambiguïté, comme disait Merleau-Ponty à propos de Kierkegaard, une ambiguïté féconde, c'est-à-dire qui distingue deux éléments antagonistes, opposés, mais qui aussi les relie et, je dirais, les fait travailler ensemble, les fait travailler l'un sur l'autre. Alors, précisément, à propos de Socrate, Socrate est bien quelqu'un qui est un individu, disons, un individu singulier, un homme véritablement singulier, un atopotatos, comme disait Platon à propos de Socrate, donc tout à fait étrange, bizarre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est parfaitement en accord, qui se conduit parfaitement d'une manière accordée aux mœurs et aux normes de la cité antique. Donc là encore, on trouverait les deux grands aspects, non pas du tout opposés, mais distingués et aussi coordonnés de l'existence éthique. Au sein même de l'individu, Absolument. C'est là que s'opère donc cette unité dialectique du général, du social et du particulier, de l'existentiel en quelque sorte. Et d'ailleurs, Kierkegaard tente de replacer ce que Kant appelait l'impératif catégorique, la loi morale en moi, dans une perspective très existentielle. Ah, voilà, ça c'est un point tout à fait capital et j'ai essayé d'y insister. C'est une problématique qui, quant à la définition de l'éthique, est de type kantien, de type déontologique. Tout à fait. Même s'il y a aussi des critiques, ou au moins une critique considérable, précise, à l'encontre de Kant. Mais enfin, c'est une éthique de type kantien, l'éthique du devoir, du tu dois. Mais cette éthique du tu dois est toujours aussi, précisément grâce au récit, rapportée
comme je disais, à l'itinéraire éthique de l'individu. Autrement dit, la question éthique est aussi reliée à ce qu'on peut appeler une anthropologie ou une constitution de l'identité de soi. Évidemment, c'est un point sur lequel je me suis arrêté et j'estime que c'est quelque chose d'assez décisif. Surtout pour la pensée et la personne de Kierkegaard, qui, on peut dire, fonctionne de cette façon-là, lui-même. On l'a vu hier, notamment à propos des journaux, donc cette manière de se donner en exemple tout en se dissimulant quelque part. Alors, je vous propose de revenir à cette articulation très importante entre qu'on a évoquée là à propos de Crainte et Tremblement, entre le stade éthique et le stade religieux, avec ces propos d'Emmanuel Levinas, c'était en 1967. Il y a dans la conception que se fait Kierkegaard du passage de l'éthique, du stade éthique, au stade religieux, deux aspects. Le premier semble se limiter à la signification rigoureusement morale de l'éthique. Signification où la notion d'éthique indique une règle de conduite, l'attachement dans la pratique à certaines valeurs, à certaines règles, au mérite et au démérite. Mais il y a un deuxième aspect où l'éthique signifie une certaine façon de prendre conscience, une certaine façon. Elle consiste l'éthique alors consiste à se saisir de ce qui n'est pas moi, à s'y engager d'un coup, à se décider, à faire acte de commencement, à ne pas recommencer sans cesse, à maîtriser, à assumer, à dominer le temps par le concept. L'éthique, dans ce sens-là, serait le trait fondamental de l'Occident. Voilà, dominer le temps par le concept, avec cette dernière phrase qu'il faudrait laisser résonner, mais qui nous éloigne un petit peu de notre sujet, André Clerc. Cette dernière phrase donc sur le caractère occidental de cette relation au temps. Mais par contre, on est revenu là dans cette dialectique subtile entre l'individuel, le personnel, le particulier et le choix éthique. Oui. Alors, d'abord, moi, c'est tout à fait important d'entendre Levinas parlant de Kierkegaard. Levinas a eu à l'égard de Kierkegaard des positions qui sont de grande sympathie et en même temps de distance. En même temps, ce qu'il évoque ici, André Clerc, c'est justement cette question très importante et centrale dans l'éthique de Kierkegaard, cette question du choix. Oui, absolument. Absolument, non, mais c'est très bien vu. Le choix comme baptême de la volonté. Oui, je reprends votre expression. C'est pas mon expression, c'est l'expression de Kierkegaard, qui est dans la seconde partie de Ou bien. Oui. Et la distinction qu'opère Levinas est tout à fait intéressante. Alors, je voudrais revenir sur un point, mais qui fait écho à ce que vous avez dit il y a quelques instants, à propos de l'individu, ou, comme je préfère traduire et dire, du singulier ou de l'être singulier, de l'homme singulier, disons éventuellement de l'individu singulier. C'est que cet être singulier qui est la tâche de l'éthique, mais qui est aussi la tâche de l'homme religieux. Il n'y a pas sur ce point d'opposition. Le singulier est bien lui-même une synthèse. Alors, il est synthèse de quoi? Au fond, Kierkegaard reprend des catégories qui sont traditionnelles dans la philosophie, qui sont peut-être plus particulièrement modernes, à savoir le singulier comme synthèse ou comme unité de l'universel et du particulier. On trouve ça chez Kant, on trouve ça chez Hegel et chez d'autres. Alors, précisément, le singulier est bien quelqu'un d'unique.
bien quelqu'un d'unique, quelqu'un d'individuel. Il y a une unicité de chaque individu, et ce qui fait que personne n'est substituable à personne d'autre. Et c'est aussi quelqu'un que l'on peut dire bizarre, extravagant, étrange. C'était d'ailleurs l'une des significations de la référence à Socrate. Bon, unique, bizarre, étrange, mais aussi, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est quelqu'un qui est générique ou général, c'est-à-dire quelqu'un qui porte en lui ce qui est la marque de l'espèce humaine. En ce sens-là, évidemment, c'est tout à fait un humanisme. C'est-à-dire qu'il faut tout à fait éviter d'assimiler, même subrepticement, la pensée de Kierkegaard à un individualisme. Voilà, D'où mes réticences à propos d'une traduction par individu qui peut se concevoir, qui peut se défendre. C'est pas du tout aberrant. Tout le mouvement de la vie éthique, André Clerc, je vous cite, se déploie dans la référence du plus unique et individuel à l'humanité totale. Oui. C'est cette tension dialectique qui est très importante dans cette pensée. Alors, à propos justement du passage de l'éthique au religieux, entre deux, il y a là aussi une question de suspension téléologique. Voilà, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce qui se passe ? Alors, bon, on arrive là aux limites de l'éthique. Kierkegaard nous dit, de toute façon, l'éthique échoue toujours. Et elle échoue, d'une certaine manière, même en Socrate. Alors, cet échec a lui-même au moins deux aspects. Il y a un aspect qui est, je dirais, proprement lié à l'éthique elle-même, à savoir que l'homme étant un être vivant dans un monde fini, ne parviendra jamais à actualiser très exactement et complètement le devoir, par exemple. Et puis il y a un autre aspect qui, lui, est proprement religieux ou théologique, à savoir que l'homme est un être qui est pécheur. Et cela, évidemment, c'est la tradition adamique, luthérienne, mais pas seulement, luthérienne non plus, qui fait que la volonté de l'homme est une volonté qui est marquée par une corruption originelle. Alors, ce qui manque peut-être à l'éthique aux yeux de Kierkegaard, c'est le rapport à une altérité absolue, à un tout autre. Il y a un rapport à l'altérité, mais pas un rapport à l'altérité absolue, du moins dans l'éthique immanente. C'est pourquoi il y a cette seconde éthique qui est exposée, pas complètement certes, mais qui est quand même très exposée dans le texte des œuvres de l'amour auquel je faisais référence. Voilà. Et puis alors il y a évidemment, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, à propos justement du péché, du passage en somme de l'éthique au religieux, cette notion d'angoisse aussi qui intervient. Absolument. Alors ça, c'est un thème capital précisément du concept d'angoisse qui est peut-être l'ouvrage le plus directement philosophique. Je ne dis pas le plus philosophique, mais le plus directement philosophique de Kierkegaard. Merci André Clerc, nous étions donc avec vous en duplex de Nice. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur émérite de l'université Rennes 1. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Kierkegaard, dont le plus récent est intitulé Kierkegaard et autour, aux éditions du Cerf. C'était le deuxième volet de cette série consacrée au continent Kierkegaard que nous retrouverons demain avec France Farago. Texte lu par Christophe Brault en direct de nouveau. Merci Christophe. Les auditeurs d'ailleurs pourront vous retrouver dans la mise en scène des Paravents de Jean Genet, mise en scène de Frédéric Fischbach cet été au 61e Festival d'Avignon du 6 au 13 juillet. À la console aujourd'hui Viviane Schex, Les Chemins de la Connaissance, Avril Ventura, Meryl Moneghetti, Pierrette Perronneau, Jacques Munier. Et à 11h31, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver à Voix Nue.